la liberté d'être critique s'il y a des choses qui vous paraissent à corriger, et je serais ravie de pouvoir l'entendre. Donc je vais m'intéresser aujourd'hui à cette période de l'arabisation, avec des travaux qui ont été nombreux dans les années 80-90, un peu à chaud, qui continuent, d'après ce que j'ai vu dans les thèses des années 2000 encore en Algérie, à être traitées, notamment sous l'axe du lexique et des questions lexicales. En France, c'était un petit peu passé de mode, cette question de l'arabisation au Maghreb. Et l'enjeu pour moi était justement de réfléchir de façon un peu renouvelée à ces questions d'arabisation et de ne pas reproduire des travaux qui sont maintenant bien connus. Et donc, là où j'ai vu qu'on avait beaucoup de travaux sur la coopération technique française et enseignante, on avait en revanche très peu de travaux sur la venue des enseignants coopérants du Moyen-Orient vers le Maghreb en général et vers l'Algérie en particulier. Parce que j'ai croisé beaucoup dans la presse, dans les témoignages aussi, dans les échanges un peu informels, de l'idée de coopérants qui seraient venus d'Égypte, qui n'auraient pas satisfait en fait d'un point de vue pédagogique ou des compétences, et ça m'a intriguée parce qu'on ne trouvait aucune source, aucun document qui atteste de ces circulations-là. Donc j'ai voulu en fait aller chercher un peu les parcours de ces coopérants, essayer de retrouver, malgré l'absence d'archives pour l'après 1962 disponibles sur ces questions. Il a mentionné en fait dans ses mémoires où il explique voilà, cet échec, cette difficulté dans l'appel à nos frères du Moyen-Orient, dit-il, en parlant d'une part de l'accent en fait, du dialecte, de la façon de prononcer, et puis d'autre part des difficultés de la présence de ces enseignants et de la qualification de ces enseignants. Et donc ça, c'est le ministre à l'époque qui expliquait qu'il y avait des difficultés qui se posaient et qu'il fallait repenser un peu le recrutement. Voilà, donc l'idée c'était pour moi dans ce projet-là de m'attacher à une histoire sociale de cette période de coopération en étudiant les trajectoires à la fois individuelles et collectives d'enseignants et en observant à la fois l'éducation nationale mais aussi l'enseignement originel, donc Talim al-Asli, pour les instituts islamiques jusqu'à la fusion des années 70 entre les deux filières. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'était qu'il s'agit là pas seulement d'enseigner la langue arabe, mais d'enseigner en langue arabe, puisqu'on a aussi beaucoup d'enseignants qui sont venus pour les différentes matières au fur et à mesure de l'arabisation. Donc, je pense à l'histoire-géographie en particulier, mais aussi aux sciences, aux mathématiques. Et donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir documenter ces parcours, documenter le cadre institutionnel aussi de leur accueil, pour pouvoir comprendre leur rôle dans les évolutions de la société algérienne et de pouvoir sortir en fait de ce rôle supposé, fantasmé, et d'en arriver à comprendre un petit peu les dynamiques réelles. Alors quand j'ai commencé ce travail, j'ai été assez surprise de voir qu'il y avait peu de travaux en fait qui étaient menés sur ces questions-là, et notamment en Algérie ou au Maghreb, puisque je m'intéressais aux trois pays dans leur rapport à l'arabisation de l'éducation. Mais on en trouve peu aussi au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il y a très peu de travaux en fait sur ces circulations d'hommes et de femmes entre Maghreb et Mashrek. Alors, une de mes hypothèses, c'est qu'en fait on a des champs qui sont un peu cloisonnés, et c'est pareil du point de vue français en fait pour la recherche française sur le monde arabe. On a en fait des écarts assez grands entre ceux qui travaillent sur les pays du Moyen-Orient et ceux qui travaillent sur les pays du Maghreb, et on cherche justement actuellement à essayer d'ouvrir ces différentes frontières qui nous permettent pas de voir justement ces circulations et ces évolutions. Et de Mustafa Haddad sur les moniteurs, donc sur tout ce personnel intermédiaire en fait au moment de l'indépendance, et qui a finalement duré plus longtemps peut-être que ce qu'on avait imaginé au départ, avec donc un enseignement qui était à titre précaire et révocable selon les termes que Mustafa Haddad cite dans sa thèse. Et qui continuent d'être formés en fait au cours de leur enseignement. Et cette question des moniteurs, elle a été beaucoup étudiée, et notamment sous l'angle des discours et des exigences de niveau de diplôme en fait, notamment pour la langue arabe, puisque il était difficile d'établir. Donc petit à petit, il y a eu des examens qui ont été instaurés pour pouvoir identifier en fait les niveaux des uns et des autres.
d'essayer de faire un recensement général et de pouvoir travailler ensemble sur les contenus et sur les attentes. Voilà, donc les questions de manuel, et puis qui se posaient déjà dès le départ en fait sur la question de l'impression en fait sur les ressources en termes d'imprimerie en langue arabe, et donc avec un développement dans les premières années qui a favorisé ensuite à partir des années 70 l'édition en langue arabe de façon beaucoup plus massive. Le sociologue algérien dans son travail sur la culture en 1982 qui parlait d'une idéologie de la surenchère, donc ça c'était voilà, des éléments qui mettaient en avant le fait qu'il y a une volonté en fait de capitaliser sur cette culture de chacun. Et James McDowell, donc notre collègue britannique, avait aussi mis en avant l'idée que le champ culturel était aussi un enjeu dans la vie politique algérienne. Donc sur ces questions-là, je voulais juste préciser, donc, et là vous avez donc un petit schéma que Khawlat al-Ibrahimi avait fait pour un article dans la revue Maghreb Mashrek en 1995, où elle avait identifié en fait les degrés entre l'arabisation des élites et leur rapport au pouvoir. Ces questions-là, elles sont pas mal nuancées ces dernières années par des travaux, notamment je pense au travail de Tristan Leperrier qui a travaillé sur la littérature algérienne dans les années 1990 et qui montre que au-delà d'un clivage entre francophone et arabophone, on a surtout un pôle national et un pôle international dans les rapports aux stratégies d'édition. Donc là aussi on retrouve en fait ces différentes catégories qui sont à nuancer et qui parfois peuvent être déjouées sur des trajectoires personnelles. J'en arrive à mon deuxième point, qui est vraiment le cœur de l'intervention que je voulais faire aujourd'hui, qui est celle donc, de l'appel aux enseignants coopérants du monde arabe, qui donc venait compléter le dispositif du monitorat des premières années et de la formation en langue arabe pour les Algériens, avec donc des coopérants qui sont venus d'Égypte, de Syrie, d'Irak, de Jordanie, de Palestine, du Liban. Mais aussi des coopérants tunisiens et marocains, et parfois on les oublie un petit peu aussi dans le paysage. Alors moi je me suis intéressée spécifiquement à ceux qui venaient du Moyen-Orient. J'ai interrogé de façon individuelle sur les relations, les contacts, les amitiés. On le voit aussi dans les ouvrages qui ont été publiés sur les interactions entre eux, etc. Mais j'aimerais bien approfondir cette question-là des sociabilités. Et puis on a donc des traces, alors je vous ai mis un extrait ici du journal officiel de 1981 qui concerne un accord avec les Tunisiens, qui n'est donc pas directement l'objet de mes recherches, mais qui est pour l'instant, en tout cas à ce jour dans l'état de mes recherches, le décret de coopération qui était le plus détaillé sur les avantages matériels et sur les conditions d'installation. Et dedans est mentionné quelque chose qui m'a été plusieurs fois signalé aussi par les enseignants que j'ai pu rencontrer, c'est le fait que chaque année il y avait un voyage retour dans le pays d'origine qui était pris en charge par l'Algérie. Et donc on a des conditions qui sont très favorables en termes de conditions matérielles, avec, comme je le disais tout à l'heure, aussi des situations personnelles et familiales qui évoluent, puisque certains rencontrent soit des collègues, soit dans les entourages des femmes algériennes qui deviennent leurs épouses, et donc ceux que moi j'ai pu rencontrer, pour la plupart, étaient en fait soit issus de ces mariages, soit eux-mêmes mariés avec une Algérienne. Donc pour pas vous retenir trop longtemps, donc je conclus, et puis j'espère que la discussion pourra permettre de revenir sur des points que j'ai pas pu évoquer plus en détail. En conclusion, je voulais donc insister sur la dimension partagée de l'expérience, c'est-à-dire qu'on parle de ta'awun, mais en fait c'est aussi le ta'aruf, c'est-à-dire le fait pour ces enseignants coopérants du Moyen-Orient, une meilleure connaissance en fait des pays du Maghreb, et en particulier pour l'Algérie, avec il faut le dire, une connaissance assez réduite en général de l'expérience des pays, des dialectes de ces régions-là quand les enseignants venaient du Moyen-Orient.